Tout d'abord, pour me présenter qui je suis, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Maxime Leduc. J'ai fait un doctorat en sciences animales à l'Université McGill en nutrition des bovins laitiers. Par la suite, j'ai fait 2 ans de recherche postdoctorale chez Lactanet, ou présentement Valacta, en système fourrager en numérisation de l'agriculture. Après ça, j'ai été depuis septembre, je suis en fin de compte à l'UQAM, qui est la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Puis, je suis aussi propriétaire d'une entreprise ovine à Fermeneuve, en plus d'être membre de divers conseils. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi-même, je vous invite à aller voir ma page Facebook professionnelle en tant que telle et mon compte LinkedIn. Tout au cours de la rencontre, je vous demanderai juste de maintenir vos micros fermés pour faciliter la discussion, faciliter les choses, puis on va pouvoir ouvrir les micros en temps et lieu lors des périodes de discussion. L'objectif que je me suis donné avec cette conférence, c'était de répondre à des questions qui sont posées par la communauté, puis par la suite d'échanger sur le sujet. Tout ça dans un format de 30 minutes qu'on va essayer de respecter pour garder le plaisir pour tout le monde et pour s'assurer que ce soit convivial et pertinent. D'ailleurs, je vous invite dès maintenant à réfléchir à d'autres questions que vous voudriez discuter dans les prochaines semaines, à l'indiquer soit dans l'événement, en fin de compte, qui est mis en ligne sur Facebook, ou encore sur mon compte professionnel, dans mon compte professionnel, pour que je puisse choisir la prochaine question à répondre la semaine prochaine. Comment va se dérouler la présentation? Ça va commencer tout d'abord avec 10 minutes de présentation que j'ai préparé. Par la suite, 5 minutes d'échange, 10 minutes de présentation et un autre 5 minutes d'échange. Qu'est-ce qui est important de savoir lorsque je dis d'échange? C'est un échange entre toutes les personnes. Ce n'est pas juste des questions que je vais tenter de répondre, parce que le domaine des plantes fourragères, les systèmes fourragers, c'est un domaine qui est vaste, qui va de la santé des sols jusqu'à la digestivité de la fibre. Et ce n'est pas vrai, en fin de compte, que je peux être un expert dans tous ces domaines, mais je peux travailler fort pour faciliter la discussion lors de ce genre d'activité. Ouais, mais d'habitude, on voit le gars. Je vous demanderais juste de bien fermer vos micros pour les personnes qui sont aujourd'hui. Je vais vous le faire manuellement là, pour le bien de la présentation. Comment on va fonctionner pour les interactions? On ouvre seulement les micros lors des périodes d'échange de 5 minutes. On peut aussi utiliser la salle de chat de Zoom ou encore utiliser le Facebook Live, l'événement, pour commenter ou proposer des questions ou émettre des commentaires. Tout ça va, présentement, je suis un peu mal équipé pour ce qui est de tout ce qui est aspect, faire des suivis sur Facebook Live. Je peux suivre les chats. Par contre, si des personnes peuvent m'aider et voient des questions sur Facebook, vous pouvez facilement les présenter pour l'instant. La question de cette semaine, en fin de compte, nous allons discuter, c'est une question de, je crois, Dimi Djouville qui a été posée la semaine passée lors d'une première rencontre préliminaire. C'est est-ce qu'il est possible de faire du sursemis de graminées? C'est ça qu'on va tenter de discuter aujourd'hui lors de cette présentation. Premièrement, pourquoi le sursemis? Il y a plusieurs avantages. Permet d'augmenter la quantité de légumineuses, soit dans le cas de vieilles prairies où il y a eu des mortalités hivernales. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut voir au cours de la présentation? Ça va permettre aussi de pouvoir, pour certaines variétés, implanter de nouvelles graminées. Dans un autre contexte, on peut réduire le travail du sol parce qu'en fin de compte, le sursemis, c'est soit qu'on utilise un semoir semi-direct, soit qu'on utilise un semoir à disque ou pneumatique pour pouvoir implanter des nouvelles légumineuses ou graminées à certaines périodes de l'année, ce qui réduit le travail du sol et réduit l'érosion. Ça permet aussi d'augmenter la longévité des prairies. Pour augmenter la longueur des rotations, on voit surtout ça dans le cadre des pâturages pour permettre de conserver une bonne proportion de légumineuses. Réduire le temps d'attente entre le semis et le retour de la production. Qu'est-ce que je veux impliquer là-dedans? Le sursemis par rapport à un semis classique, lorsqu'il faut travailler le sol, nécessite moins de temps entre le semis
et la possibilité d'utiliser des pâturages. C'est très simple, c'est quand on travaille le sol, surtout dans le cas des pâturages ou des prairies, il faut attendre des fois jusqu'au début juillet, à la mi-juillet, pour pouvoir faire une première récolte ou faire un premier pâturage sans endommager les prairies et empêcher est-ce que, bon, je vois qu'il y avait des problèmes au micro. Réduire aussi les attentes. Il existe différentes techniques de sursemis. Qu'est-ce qu'on entend parler souvent de sursemis présentement? C'est le fameux sursemis qu'on effectue au printemps, le vasage, le frost seeding. Mais il existe d'autres types de sursemis. Il y a l'ensemencement, en fin de compte, automnal, qui consiste, qu'on va détailler un peu plus tard, le semis sur sol gelé ou le vasage qu'on peut faire au printemps, ou le semis direct. Je vous invite aussi d'ailleurs, pour en avoir un peu plus de détails, j'avais écrit un article en août 2019 sur le sujet, sur le site de la planète, que vous pouvez voir à l'instant si vous voulez, et je vais l'afficher aussi sur mon site professionnel dans les minutes à la fin de la conférence. Qu'est-ce que l'ensemencement automnal? C'est d'aller ensemencer à la fin octobre, début novembre, juste avant qu'il y ait un gel trop permanent qui s'applique, mais juste aussi dans une période de température où que la graine ne pourra pas germer pour aller implanter des légumineuses à ce moment-là. Des fois, ça ne nécessite pas de semoir à 10 spécifique, on peut l'utiliser à la volée, malgré qu'on peut utiliser un semoir semi-direct. Aussi, un des avantages, c'est que la main-d'œuvre est disponible à cette période de l'année et ça réduit aussi l'érosion du sol. Un des inconvénients, la qualité de l'établissement peut être un peu plus problématique à comparer un établissement plus au printemps. Et le taux de semis doit être augmenté pour s'assurer de la réussite en tant que telle du processus. Semis sur sol gelé, c'est lorsqu'on utilise en fin de compte un semoir, tout dépendant des régions, tout dépendant si on est en Montérégie ou en Abitibi. Peut-être à ce temps-ci de l'année, l'Abitibi, c'est le temps de faire un semis sur sol gelé, tandis que pour Montérégie, c'est un peu trop tard. L'avantage, ce ne nécessite pas, en fin de compte, de semoir à 10 spécifique. On a toujours un peu plus de main-d'œuvre disponible à ce moment-ci de l'année. Il existe, en fin de puis aussi, ça réduit l'érosion du sol, en plus d'augmenter les quantités de légumineuses ou de graminées dans certaines prairies. Certains inconvénients, général plus faible, en fin de compte, lorsqu'un printemps est plus sec, des fois, les fenêtres d'opportunité pour l'appliquer, tout dépendant de la qualité des printemps, c'est des gels, ça peut être plus problématique à l'intérieur de ça. Aussi, pour améliorer le taux de réussite de cette pratique, des fois, il faut augmenter le taux de semis par rapport à un taux de semis conventionnel. L'autre chose qui peut être fait, qui existe, vous voyez différents équipements qui sont à votre droite, équipements de sursemis pour des prairies pour rénover des pâturages ou rénover des prairies. Il y a différents systèmes qu'on peut voir. Un des avantages, ça fait un semis qui est beaucoup plus uniforme. Ça entraîne un meilleur contact avec le sol semence qui peut améliorer l'implantation. Comme c'est un semis direct, on ne travaille pas le sol aussi, c'est que l'humidité du sol est conservée à l'intérieur. Des inconvénients, c'est des équipements spécialisés qui peuvent être plus dispendieux aussi que pour un sursemis qu'on utilise un semoir à PV ou un semoir à disque à l'automne ou au printemps. Puis ça nécessite des équipements un peu plus lourds en tant que tel. Le sursemis, comme que les autres personnes qui ont posé des questions, c'est le taux de réussite qui était variable. Une des choses qu'il faut se rendre en compte, c'est lorsqu'on a des prairies qui sont majoritairement légumineuses, il faut simplement savoir, je n'ai pas fait les calculs économiques présentement, c'est de savoir, OK, qu'est-ce qui va être le plus rentable entre appliquer à chaque année de façon récurrente, de façon continue, en fin de compte, du trèfle rouge ou d'autres légumineuses, ou appliquer à chaque année des engrais azotés. Ça, c'est une des questions que vous pouvez garder en tête lorsque vient le temps d'en discuter avec votre producteur. Un des premiers facteurs importants lorsqu'on parle de facteurs de réussite pour la sursemis, c'est la fertilité du sol. S'assurer au moins que le sol, il n'y ait pas des problèmes de pH du sol. Sinon, on peut recommander d'appliquer, vu qu'on n'incorpore pas la chaux, un maximum de jusqu'à 4 tonnes
l'automne précédent pour laisser le show, Je vois le PowerPoint la dans show Zoom. de fonctionner. Je vois le PowerPoint dans Zoom, mais j'entends le son par toi. Combler les besoins en phosphore et en potassium, surtout pour faciliter l'établissement. Faire attention aussi à l'application d'azote au printemps. Si on a des prairies majoritairement de graminées, d'éviter d'appliquer de l'azote le printemps lors du sursemis pour éviter une trop grande compétition des graminées par rapport aux légumineuses pour faciliter l'implantation des prairies pour améliorer les facteurs de réussite. Un autre facteur de réussite qui va aider au contrôle, améliorer le sursemis, c'est dans le cadre en tant que tel que c'est des prairies qui restent peu de légumineuses, mais qu'il y a des bonnes populations de mauvaises herbes à feuillage. C'est possible d'utiliser le printemps, l'été précédent, en fin de compte, un herbicide sélectif pour les mauvaises herbes à feuillage pour réduire la compétition au printemps suivant. L'automne précédent, il est important aussi de s'assurer que le pâturage de prairie soit coupé ou pâturé au ras du sol pour qu'il n'y ait pas de chaume qui se dépose durant l'hiver, de matière organique qui se dépose pendant l'hiver, puis qui assure au printemps suivant une présence, pour faciliter la présence de sol dénudé. Lors du printemps de l'implantation, il est recommandé aussi de contrôler la végétation. Si vous trouvez dans certaines présentations, dans certains articles en anglais aux États-Unis, recommandé l'utilisation d'un herbicide qui était le paraquat, mais récemment, en fin de compte, cet herbicide-là est rendu illégal au Québec et très dangereux. Alors, on doit se retourner vers le contrôle mécanique, soit avec une faucheuse ou soit avec le pâturage. Mais il faut surtout éviter le surpâturage. On peut débuter, en fin de compte, le pâturage de la 4 à la 5e semaine suivant le début de la croissance des prairies. Un contact avec le sol, comme je vous l'ai dit, on parle de sursemis au sens large. Ici, ce n'est pas seulement l'utilisation de vasage ou du sursemis sur sol gelé. Si on utilise un semoir semi-direct, lorsque plus tard au printemps, au mois de mai, il faut s'assurer de calibrer le semoir semi-direct. Pour ce qui est du semis sur sol gelé, même chose pour l'automne, s'assurer de raser le sol à l'automne pour mettre à nu le sol. S'assurer de voir le sol nu dans les prairies. Si vous avez des vieilles prairies où il n'y a pas il y a beaucoup de chaume, ça ne sert à rien d'aller appliquer des semences sur ces pâturages-là, ces prairies-là. La graine de trèfle rouge ne sera pas capable d'être en contact avec le sol. Puis aussi, de s'assurer d'avoir des périodes de gel-dégel. C'est ça le défi, en gros, qui a été présenté lors de la première période d'échange. C'était que des fois, il n'y a pas ces périodes de gel-dégel-là en Montérégie. Dans mon cas, vu que je suis une entreprise agricole à Mont-Laurier, j'ai été capable de le faire, qu'il y a plusieurs périodes de gel-dégel. Il faut s'assurer aussi qu'il ne faut plus qu'il reste de neige, mais il peut rester à quelques endroits l'accumulation de neige. Et aller appliquer la semence lorsque vous voyez qu'il y a des périodes de gel-dégel de suite pour permettre au sol de se contracter, se dilater et ainsi stimuler le contact avec le sol. Lorsqu'on parle de points de réussite sur la sélection des bonnes espèces, aujourd'hui, comme on a commencé avec les graminées, il y a le trèfle rouge, que c'est un vendeur. La luzerne, par contre, il faut faire attention. S'il y avait déjà de la luzerne dans les prairies, il ne faut pas l'appliquer parce qu'il va y avoir des problèmes de toxicité. Si vous voulez réutiliser les luzernes, c'est soit il faut détruire les luzernes l'été précédent pour s'assurer que vous puissiez implanter une nouvelle luzerne. Aussi du lotier, je suis conscient que le lotier possède des, comment je pourrais dire, certaines mauvaises publicités dans le passé qui ont souvent vu mais qui avait une mauvaise publicité puisqu'il y avait un faible regain. Présentement, il y a des essais au Nouveau-Brunswick, à la station d'Agriculture Canada, pour essayer le sursemis avec du lotier. J'ai vu des expériences l'année passée qui ont très bien fonctionné, mais je n'ai pas été capable de mettre encore la main sur les résultats pour les présenter aujourd'hui. D'autres choses aussi, les graminées, qu'on va voir des résultats tantôt, le dactyle et le raie gras, sont aussi des bonnes variétés de graminées qui peuvent être implantées. Là, je vous présente en fait de compte des taux de semis proposés, soit en solo ou en mélange. Et vous pouvez voir en tant que tel, à votre droite, un estimé du nombre de plants par pied carré qui peut être fait.
ces recommandations sont faites via, en fait, le site de l'Université du Wisconsin. Qu'est-ce qui est important de comprendre? Le sursemis, ce n'est pas, comment je peux dire, noir ou blanc. Il faut faire des essais. Ici, on recommande des doses spécifiques. Ça peut être variable d'année en année. Mais comme vous pouvez le constater, il y a des effets positifs sur la réussite de l'implantation de différentes légumineuses. Ici, je vous présente un résultat d'une expérience qui s'est faite en 1999 où qui ont essayé différents taux de semis pour différentes variétés de graminées pour faire du sursemis sur sol gelé avec un épandeur à semences rotatif. Comme vous pouvez le constater, l'Alpis roseau, le brome, la fiole des prés ne sont pas des espèces qui sont adaptées pour ce processus-là. Les grands gagnants sont le régras vivace ou annuel, ainsi que le dactyle. Lorsqu'on regarde les taux de semis encore provenant de l'Université du Wisconsin, tout ça, en fin de compte, on peut retrouver le régras et le dactyle qu'on voit les taux de semis, ainsi que la fétuque élevée, que ce soit en mélange ou en solo. Et à la droite, on peut voir un estimé du nombre de plants par pied carré qui serait possible d'obtenir dans le cadre d'un taux de semis en solo. Comme j'ai indiqué à la dernière présentation, le brome, la fléole et l'Alpis roseau ne sont pas les meilleurs graminées à pouvoir implanter. Maxime? Oui. Petite question. Considérant le nombre de grains par kilo, par exemple dans les graminées ou dans les autres espèces, c'est pas un peu décevant le nombre de plants au pied carré qu'on obtient pour le nombre de graines qui est appliqué? Oui, ça peut paraître décevant. La chose que j'ai oublié de faire présentement, qu'est-ce qui aurait plus intéressant, puis je m'en excuse, je vais essayer de faire les calculs puis vous l'envoyer. C'est surtout pour les légumineuses, comparer le coût de refaire une prairie à neuf ou d'appliquer de l'azote sur le coût de... Parce que l'intérêt, en fin de compte, surtout du sursemis des légumineuses, c'est de le faire à chaque année. Comme ça, on maintient une population dans les prairies d'année en année. Qu'on applique avec le tracteur de l'engrais ou du trèfle rouge, je crois que le trèfle rouge revient toujours moins dispendieux si on est capable de maintenir une population de légumineuses de plus de 60. Puis, on va garder une portion de discussion pour après la prochaine slide par la suite là, pour la suite des choses. Une chose qui est importante, si vous décidez de faire du sursemis de graminées, c'est d'éviter de mélanger les deux semences. Pour la simple et bonne raison, la semence de graminées puis la semence de trèfle rouge n'ont pas la même taille, pas le même poids et ne seront pas appliquées de la même façon, la même distance. Surtout, ça s'applique seulement dans le cas d'un semoir rotatif, d'un semoir pneumatique comme APV. Il n'y aura pas de problème à les mélanger les deux, mais si vous avez seulement un semoir rotatif, il est surtout préférable de les séparer. Comme que vous avez pu constater, les meilleurs choix d'espèces qui vont être utilisés, c'est les régras et les dactyles. Comme j'ai dit, assurer une bonne fertilité du sol. Là, fait que si votre pH du sol haut est à 5,5, ben, on ne peut pas faire des miracles non plus. Là. Fait qu'il faut s'assurer de respecter les bonnes choses. Éviter d'appliquer de l'azote si vous voulez aider la croissance. C'est sûr que vous allez appliquer de l'azote, les graminées vont prendre la compétition. Assurez bon contact avec le sol. Si vous avez de la chaume, si la prairie n'a pas été fauchée le printemps précédent ou mis ras, nu, ça va être difficile d'avoir un contact avec le sol lorsqu'on parle du semis à la volée. Choisir les bons moments, le bon moment en fonction de la technique choisie. Fait un semis avec un semoir direct, c'est une période. Le semoir, en fin de compte, pneumatique ou semoir à disque, c'est au printemps lorsqu'il y a des périodes de gel-dégel. Calibrer ses équipements pour s'assurer d'avoir les bonnes doses, puis contrôler la végétation dans les implantations. Puis ça, c'est le facteur clé, comme Cuguette elle a pu discuter. C'est le facteur clé, comme il n'y a plus d'herbicide pour le faire. Avant, il y avait un herbicide qui tuait juste le feuillage, sans tuer les racines des graminées, fait que ce qui aidait à l'implantation. Et c'est ça qu'il faut faire si on veut que ça réussisse. Puis,
Avant de vous laisser, en fin de compte, pour faciliter en fin de compte les discussions, les prochains webinaires que je souhaite implanter, je vous invite à aller juste sélectionner ma page professionnelle en tant que telle que j'ai créée sur Facebook. Et si vous avez des commentaires, si vous avez par rapport à la présentation des points qui seraient améliorés ou des prochaines questions que vous voudriez qu'on discute, je vous invite soit à l'indiquer sur ma page professionnelle ou simplement aller l'inscrire dans la notification de l'événement qu'on vient de faire. J'espère que ça a été, vous avez aimé l'expérience aujourd'hui. Je suis ouvert à toute suggestion, comment la bonifier. Puis, je m'excuse, Maxime. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, excusez, Joël. Je voulais juste, avant de terminer, j'aurais aimé ça savoir comment ça va, tout le monde? Qu'est-ce que ça a l'air, les prairies, en général, en ce moment? Êtes-vous allé voir les champs? Ça avance-tu? Ça bouge-tu? C'est tout mort? J'aurais aimé ça avoir l'avis des autres clubs, savoir comment, qu'est-ce que ça a l'air cette année?